Fin de parcours de Alain Bron, pages 20 à 23. Lu par Serge Cazenave. Malavo parvint à Trumigny sur les coups de 4 heures et s'aperçut avec horreur que le village ne comportait aucun bistrot. Des champs à perte de vue, un mont boisé, une mairie, une église, une école et des lieux-dits écartelés comme un jeu d'osselets. Sous des nuages d'un gris d'ardoise, il pénétra dans une zone pavillonnaire du hameau nommé Plessis-Cornefroy et avisa la maison de la victime. Toit de tuiles plates, parement en pierre et tour de fenêtre en briques. Pas de barbecue, pas de nain de jardin, pas de chien hystérique. Un gazon bien entretenu, une Peugeot devant le garage, un endroit sans histoire hormis ce meurtre inexpliqué. Il enfonça le bouton de la sonnette et attendit. La porte finit par s'ouvrir doucement et se bloqua dans l'entrebâilleur de sécurité. Le visage défait de la maîtresse de maison apparut dans l'interstice. Le lieutenant se présenta, montra sa carte et proposa un entretien. « J'ai déjà tout dit aux gendarmes !» protesta mollement l'interlocutrice. « La brigade criminelle a été chargée de compléter le dossier », avança Malavo, plus habitué à interroger les malfrats que les familles éplorées. Le battant s'effaça devant une femme toute de noir vêtue. Cheveux gris mal coiffés et double cerne sous les yeux. Son allure attestait d'une exténuation et d'un abandon de soi. Malavo n'eut pas besoin de dérouler sa liste de questions. La veuve lui expliqua en détail les circonstances du drame, et comme le lieutenant ne prenait aucune note, elle s'en étonna. « Rassurez-vous, madame, tout ça est dans le rapport. Moi, je crois plus à la mise en situation. Vous pouvez me montrer où vous avez retrouvé le corps de votre mari ?» Elle précéda Malavo dans le jardin, dépassa un palmier qui, tant bien que mal, tenait le coup sous le climat picard, et s'arrêta devant une cabane à outils couverte de bardeaux. « C'est là. » Il était allongé par terre, le visage sur le côté. La porte de la cabane était ouverte ? « Oui. Elle battait avec le vent quand je suis arrivé. » « De quelle direction venait le vent? Vous vous souvenez ? » C'est-à-dire que... Par là... Non, oui, je me souviens, il faisait très froid, et quand il fait très froid, le vent vient du nord-est. Le lieutenant contourna la cabane et s'aperçut qu'elle était collée au mur d'enceinte. À cet endroit, la maçonnerie devait mesurer 2,50 m de hauteur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Un chant. Vous avez entendu quelque chose ? Oh, non, rien, non, seulement le vent emportait les bruits vers la rue, mais un tracteur labourait le champ au loin, alors... Une odeur particulière à ce moment-là ? Non. Je veux dire, on se chauffe avec la cheminée en cette saison, et tout sent le feu de bois, forcément. Malavo ouvrit la porte de la cabane et alluma la lampe torche de son téléphone portable. Il repéra les taches de sang sur le montant gauche et sur l'imposte en vert, taches qui étaient mentionnées dans le rapport de gendarmerie. Comme si quelqu'un était perché sur le toit de la cabane et avait frappé du haut en bas au moment où la victime regardait en l'air, surpris par l'apparition de l'agresseur. « Vous avez un chien, madame ? » ?»« Oui, un golden retriever. Depuis le drame, je le maintiens à l'intérieur. J'ai trop peur de le sortir à présent. » »« Il n'a pas aboyé ? » ?»« Non. C'est étrange, d'ailleurs. Je l'ai trouvé, pour ainsi dire, stupéfait. Il est venu gratter à la porte d'entrée pour me prévenir. C'est comme ça que j'ai découvert mon mari. »« Il aboie d'habitude ? » ?»« Oui. Dès que quelqu'un passe dans la rue. » Curieux. Si l'agresseur avait grimpé sur le mur, puis sur le toit de la cabane, le chien aurait averti. Malavo se gratta le menton. Sa liste de questions à poser se tarit.
Il lui tendit sa carte de visite, lui recommanda de l'appeler si elle se souvenait du moindre détail et l'informa qu'il continuerait ses investigations dans les parages jusqu'au lendemain. D'un air absent, la femme examina le carton, puis replongea dans la solitude comme dans une tunique gelée. Le lieutenant se sentait toujours mal à l'aise avec les proches des victimes. Ses formules de consolation avaient peine à sortir. Il restait en retrait, voire manifestait une certaine brutalité, comme si la compassion ne comptait en rien dans son travail, comme s'il avait peur de ruiner les espoirs que les familles plaçaient en lui. L'enquêteur. Il vouait d'ailleurs une réelle admiration pour Berthier, son patron, qui, avec peu de mots, donnait de la noblesse au malheur, provoquant respect et compréhension. Un savoir-être que Malavot n'avait jamais réussi à acquérir, lui qui ne se sentait à l'aise que face aux gens du milieu dont il parlait la langue à merveille. La nuit commençait à tomber. Il reprit sa voiture de service pour Crépy-en-Valois, où Paul lui avait trouvé un hôtel dans le budget de la police nationale, c'est-à-dire pas grand-chose, tout comme le repas du soir qu'il expédia sans plaisir. Il se rattrapa en engloutissant 4 bières dans un bistrot, puis regagna sa chambre, où il zappa sur les chaînes de télé jusqu'à une heure avancée. Il finit par s'endormir tout habillé, et ronfla à en faire vibrer les vitres. Nuit d'ivresse, nuit de solitude, nuit de flic.